Bien, j'ai bien écouté votre exposé, monsieur le rabbin, mais il y a quand même quelque chose qui manque, c'est le troisième larron, Ismaël. La chute des Arcs serait une catastrophe pour Israël, si c'est Ismaël qui monte. Et donc, je ne sais pas si nous devrions nous réjouir aujourd'hui, dans cette situation nouvelle, de la chute des Arcs ou de la chute de l'Occident. Il est clair qu'entre ces trois familles, il y a une concurrence identitaire et spirituelle radicale. Et c'est vrai qu'Israël est toujours celui qui empêche les choses de tourner en rond. Mais aujourd'hui, il y a malgré tout une situation à laquelle peut-être nous n'avions pas pensé, sauf peut-être lorsque les croisés ont été repoussés par Soliman le Magnifique, etc. Dans le monde juif, on a cru que les temps messianiques arrivaient. La montée d'Ismaël était le signe de l'arrivée des temps messianiques. On s'était trompé à ce moment-là. Mais je crois que là, il y a quand même un cas, une dimension très importante à prendre en considération, justement pour ce type d'évaluation et de jugement. Alors, ce que je voudrais vous présenter, c'est plutôt une analyse stratégique de la réalité contemporaine. Elle est fondée sur des livres que j'ai écrits, la nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, j'en avais parlé ici il y a un an, je crois, et un gros livre que je viens de sortir qui s'appelle 15 ans de solitude, 2000-2015, Juifs de France. Et dans ce livre, 15 ans de solitude, j'ai eu l'occasion d'analyser ce qui se passe depuis 15 ans, 15-20 ans, qui m'a semblé une période extrêmement grave, extrêmement déterminante, où un changement du monde se produisait et où l'enjeu pour le peuple juif était vital, c'est-à-dire qu'il jouait et qu'il joue toujours son existence aujourd'hui dans cette nouvelle configuration de force qui est apparue et qui est aussi de nature idéologique, c'est-à-dire très perverse, très tordue, très pernicieuse, puisqu'en fait aujourd'hui, c'est au nom de la morale et de l'humanité que les Juifs sont condamnés. Non pas parce qu'ils sont corrompus, etc., mais au nom de la morale et de l'humanité. Donc, cette analyse, en fait, elle a été faite, évidemment, avec Israël en tête, mais du cœur de la France des 15 dernières années. Et je crois qu'en France, nous avons été au sommet justement de la tzipia, de l'observation que nous pouvions avoir, contrairement à beaucoup d'Israéliens qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas compris ce qui se passe et ce qui est en train de se passer. Évidemment, les Juifs de France aussi n'ont toujours pas compris. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a énormément de dimensions qui se mêlent, politiques, économiques, identitaires, métaphysiques, religieuses, etc., qui fait que pour s'y repérer, eh bien, il faut beaucoup travailler et beaucoup y penser, et surtout se confronter à un spectacle qui n'est pas encourageant, qui n'est pas réjouissant dans la mesure de ce qu'il met en jeu. Et donc, mon hypothèse, si vous voulez, c'est que on ne peut comprendre aujourd'hui la situation d'Israël et les défis auxquels il est confronté qu'à partir de ce que l'on peut comprendre de la situation en Europe, et notamment de ce qu'on a appelé le nouvel antisémitisme. Comme si l'Europe avait été une sorte de... Ah, vous n'entendez pas? Comme si... Ça va là? Comme si l'Europe avait été une sorte de scène où l'essentiel de ce conflit, de cette évolution se déroulait. Et donc, en fait, mon hypothèse, c'est que l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme, comme on dit, est le fil rouge pour comprendre la configuration nouvelle de la réalité internationale. En tout cas, il l'a été pour moi, et c'est en suivant ce fil que j'ai compris, j'ai cru comprendre quelque chose
à la situation, c'est-à-dire en fait à la nouvelle donne historique et politique qui va décider des 10-20 ans à venir. Et si vous voulez, je dois dire que même du point de vue de la condition juive en France, nous avons tous un certain âge, eh bien pour quelqu'un qui a vécu l'histoire des Juifs de France depuis la fin des années 60, nous nous retrouvons dans un paysage radicalement différent. D'ailleurs, je pense que personne n'y comprend quelque chose, nous n'avons plus de point de repère. La condition juive est une sorte de bateau en perdition dans une mer qui ne s'est pas encore calmée, parce qu'en fait, nous vivons une période transitoire qui va nous conduire vers un état des choses qui, lui, durera plus longtemps. Donc, parler de la centralité de la scène européenne, évidemment, ne fait pas qu'on néglige également la dimension des Amériques, sauf que l'Amérique obamacienne, si on peut dire, est une Amérique qui s'est déjà européanisée. L'œuvre fatale de ce président, qui a tout l'air d'un pharaon, eh bien, a profondément imprimé une orientation différente à ce que nous pouvions attendre, ce que nous étions habitués à attendre des États-Unis d'Amérique, pays non pas catholique, mais protestant, anglo-saxon, ce qui est très important puisque vous avez inscrit votre réflexion dans cette galaxie des civilisations. Oui, à propos, à Bar-Ilan, ce soir, il y a un colloque qui s'appelle « Le déclin des civilisations ». Donc voilà, ce qui fait que le sujet, l'actualité du sujet est confirmée par les réflexions générales. Alors effectivement, le sentiment de déclin de l'Europe est très fort. En disant ça, je n'émets pas un jugement de valeur, mais le sentiment que j'ai en vivant en Europe. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de connaître la vieille Europe, si on peut dire, avant l'Europe multiculturaliste, etc. Et effectivement, on ne peut, j'enseigne à l'université, je vois des jeunes, j'édite, etc. Et je vois très bien le déclin intellectuel, le déclin culturel à ce niveau-là, mais aussi peut-être une sorte de déclin moral. Or, il y a en France une frange journalistique qui a parlé du déclinisme, à savoir des Cassandres qui se plaignent toujours du déclin de l'Europe, de son échec, etc., alors que tout irait bien. Bien, il ne s'agit pas d'une simple humeur ou d'une illusion, mais en fait d'une réalité que on commence à percevoir plus ou moins précisément, mais qui résulte d'un état de fait réel qui, à mon sens, est la conséquence de trois phénomènes. Le premier phénomène, effectivement, c'est un affaissement de la morale et des valeurs qui touche les fondements de l'identité européenne. Allévaille que Rome fut et Zave, mais je ne sais plus si elle l'est véritablement. Il y a une sorte de renoncement à soi, même de haine de soi dans une partie des élites européennes. En tout cas, il est évident qu'il y a une rupture très profonde entre les élites et les masses. Et cette rupture augure aussi de toutes sortes de développements ultérieurs, mais surtout cet affaissement de la morale et de l'identité s'accompagne d'une idéologie qui la justifie. Et une idéologie en fait qui prône une sorte de haine de soi. Bon, en tant que juif, nous connaissons ça. Mais si vous voulez, cette idéologie, j'ai eu l'occasion justement de l'étudier, je l'identifie comme étant le post-modernisme. Je vais revenir dans le courant de ma présentation un peu sur cette idée. Mais en fait, le déclin de l'Europe est l'objet d'un discours valorisant. C'est un progrès, c'est l'incarnation du bien qui triomphe en fait sur la vieille Europe raciste, dominatrice, colonisatrice, etc., etc. Bon,
Donc en fait, et alors on critique évidemment les gens qui ont une vision plutôt décliniste de la réalité vécue. Ce sentiment, si vous voulez, c'est le sentiment du citoyen qui sent qu'il est abandonné. Il est abandonné. Non, il n'y a pas eu que les Juifs à se sentir abandonnés depuis 15 ans. Mais le Français moyen se sent abandonné. On parle maintenant, d'ailleurs en Israël aussi, j'ai vu ça pendant les élections, la périphérie. La périphérie se sent abandonnée par le centre, mais le centre n'existe plus. Il n'est plus là. On va voir pourquoi. Deuxième phénomène, une menace double. La menace que l'islamisme fait peser sur l'Europe, dont elle est une cible de choix, et le fait que cet islamisme trouve des relais au sein même des populations musulmanes ou converties à l'islam européennes. L'islamisme, mais aussi une immigration en provenance de pays musulmans, une immigration qui ne s'assimile pas. Jusqu'alors, les vagues migratoires, y compris centralement les Juifs, qui s'installaient en France, s'alignaient sur l'identité nationale, l'identité collective, aller à l'école, etc. Et puis essayer de trouver un modus vivendi pour sa vie juive. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui, de telle sorte que vous avez la conjugaison d'une menace qui émane du fameux califat. N'oublions pas que le calife est en droit d'exiger la soumission absolue de tous les musulmans de toute la planète. C'est dire l'importance de ce phénomène. Et donc, ce réseau de communautés musulmanes dans lesquelles surgissent des islamistes de façon insensible, même de leurs proches. Donc en fait, si vous voulez, cette menace est une menace très bizarre. C'est pas la menace d'une armée qui campe à votre porte. La menace surgit de partout, mais on n'arrive pas à l'identifier. Et quand on la terrasse, on vous critique, puisque vous êtes amoral. Enfin, les Israéliens savent beaucoup ça, de toute façon. Troisième phénomène, qui me semble un phénomène très important, auquel on ne pense pas, le processus d'unification de l'Europe. Le processus d'unification de l'Europe, et je vais y revenir tout à l'heure, il a des conséquences considérables. Il met en crise les États et les nations. Les États-nations. Il n'y a plus de frontières. Le gouvernement, l'État n'est plus le sommet de la hiérarchie. Je peux attaquer l'État français devant la Cour des droits de l'homme européenne. Donc il y a un niveau supérieur, et aussi certaines minorités s'en servent beaucoup, effectivement, pour court-circuiter le niveau étatique. Bien. Alors, ce processus d'unification européen est en fait une des causes de l'affaiblissement des identités collectives qui, justement, n'ont plus les repères qu'elles avaient auparavant pour se déterminer et pour se comporter. Donc, ces trois phénomènes fonctionnent en synergie. L'un soutient l'autre, et je dirais qu'ils sont à la racine de ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme. Le nouvel antisémitisme, même si on peut en donner une interprétation métaphysique, il a des causes sociales, politiques, historiques, idéologiques, tout à fait repérables, pour autant qu'on ne tombe pas dans la fabulation sur la haine des Juifs éternels, etc., etc. Les choses sont identifiables. Et donc, ce nouvel antisémitisme, d'ailleurs, il faut dire un mot de sa spécificité. Il adore les Juifs, il est philosémite, il respecte la mémoire de la Shoah, il l'encense, mais il condamne les Juifs, Israël, pour nazisme, pour barbarie, apartheid, etc., etc.
C'est-à-dire qu'il y a un double tableau. On ne hait plus les Juifs comme on les haïssait auparavant, en les affublant d'un profil noir, radicalement noir. D'un côté, il y a un Juif qu'on célèbre, et de l'autre, un Juif qu'on cible et qu'on abat d'une certaine façon. Ce qui fait que le discours, le néo-antisémitisme est très moral, il est moraliste. C'est au nom de la morale que les Juifs sont condamnés, sans qu'on prête attention au fait qu'il y a ici tout un comportement de double standard, qui fait que ça entraîne tout un ensemble de figures idéologiques, rhétoriques, sociales, etc. Alors, le contenu et la forme que prend cet affaissement est présenté, comme je l'ai dit, comme un progrès. Et c'est ce que vous entendez dans la notion de post-modernisme, c'est-à-dire après la modernité des Lumières, etc. Donc on serait dans une période d'après la modernité, à la fois sur le plan de l'histoire, mais aussi sur le plan des valeurs et des idées. Bon, sur le plan de l'histoire, peut-être qu'effectivement, nous sommes dans une période qui a dépassé la modernité, mais c'est une toute autre chose sur le plan des valeurs et sur le plan intellectuel et idéologique. Alors, il faut insister sur le contenu et la forme, justement, de cet affaissement, de la présentation positive de cet affaissement, pour comprendre la nature de la menace qui pèse sur Israël. Bon, parce qu'en fait, il est clair que la menace qui pèse sur les Juifs européens cible, en fait, Israël. Il n'y a d'ailleurs plus aucune plus aucune différenciation possible. Auparavant, vous aviez des Juifs qui disaient oui, mais nous sommes des Juifs français, pas des Israéliens, etc. L'identification, l'assimilation est massive. Elle est générale sur ce plan-là. Sauf que peut-être ces derniers temps réapparaît en France un israélitisme. C'est-à-dire, bon, on en parlera si vous voulez, mais ce sera sans lendemain. Donc, pour ce qui concerne le contenu, eh bien, ce qui frappe d'abord dans le postmodernisme, dans cette idéologie qui domine les élites, c'est le fait que c'est l'idée même et la conscience même de réel qui vacille. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une réalité objective, contrôlable, statistique, etc., cette idée-là, elle est complètement dévalorisée. Je fais référence ici à la déconstruction de Derrida. La pensée de Derrida, à mon sens, c'est une pensée extrêmement malsaine, dans la mesure où le critère fondamental d'une pensée, c'est de ne pas perdre le contact avec le réel, le principe de réalité dont Freud a bien parlé, dont les sociologues mesurent la quantité, l'occurrence, etc. Donc en fait, il y a une désubstantialisation des choses qui fait que, bon, c'est vrai ici, c'est faux là, mais c'est vrai aussi. C'est une narration, un narratif. Ce n'est qu'un récit, il est fabriqué de toutes pièces par des hommes, et il y a d'autres récits. Et puis, vous avez eu ça en Israël, par exemple, où on s'est amusé à faire l'histoire juive à partir du point de vue palestinien et du point de vue juif, comme si les deux points de vue pouvaient être intégrés dans la même vision, ce qui nie, en fait, la spécificité de l'acteur social et de l'observateur. Donc, tout est vrai, tout est faux, mais tout ça, c'est des récits. Et cette conception du réel va conduire en fait à démonter la rationalité. Car la rationalité, c'est une structure oppressive, une structure de pensée oppressive. Elle a un centre, elle a une idée principale, alors qu'en fait, il n'y a plus de centre,
il n'y a que des réseaux qui courent de toutes parts. Il n'y a pas de direction de l'histoire ni du temps. Le sujet occidental n'est qu'une invention dominatrice. L'individu lui-même, on va le malaxer à travers la théorie des genres. Un jour, il choisit d'être un homme, un jour, il choisit d'être une femme. Il est entièrement libre et volontariste sur ce plan de ce type-là. L'État-nation n'existe pas, c'est un complot capitaliste, etc. Enfin, c'est une ancienne tout à fait marxiste que nous connaissons bien. Mais non, au contraire, il faut favoriser le multiculturalisme. Là, on parle de post-démocratie également. Et puis tout cela retentit sur une conception de l'humain. La notion de post-humain est une notion extrêmement courante. Et en fait, cela revient à une sorte de déshumanisation de l'homme. Alors, c'est très simple, comment ça s'exprime bien. Par exemple, vous avez le courant de l'antispécisme américain qui demande, par exemple, que les grands singes, qu'il y ait une déclaration des droits des grands singes, qui sont les êtres les plus proches de l'homme. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, on étend les limites de l'humanité à l'animalité, mais alors, c'est quoi un homme, un animal et est-ce que le singe est un homme ou pas? Mais ça va plus loin. Il y a tout un courant qui nous dit que les plantes sont des personnes, les végétaux doivent être respectés. Et donc, ou alors, il y a tous les fantasmes technocratiques et technologiques de l'homme bionique, l'homme machine, dans lequel on intégrerait des machines. On espère même qu'il deviendra immortel. Bon, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que le déclin de l'Europe que nous connaissions s'accompagne de l'exaltation d'une idéologie qui, elle, ne voit pas du tout de déclin, mais qui, au contraire, et d'ailleurs, c'est l'idéologie qui est l'acteur de ce déclin, mais un acteur sûr de lui et dominateur, si j'ose dire. Bien. Donc, il y a ici un bouleversement du paysage que nous connaissions de l'Europe moderne. Alors, si je conjugue les idées principales de l'idéologie postmoderne, excusez-moi, les idées principales de l'idéologie postmoderniste, et si je la mets en rapport justement avec la configuration globale, l'unification européenne, le déclin des États-nations, la fin des frontières, etc., l'immigration, car ça va de pair, il n'y a plus de frontières et donc l'Europe devient une terre d'immigration, eh bien, je comprends que la rage destructrice, la vague destructrice, si l'on peut dire, notamment celle qui concerne l'État-nation, eh bien, est la conséquence directe de l'unification européenne. C'est-à-dire qu'en fait, l'unification européenne a sapé les bases des États-nations, des identités nationales et de la culture moderne européenne. C'est-à-dire, je veux dire par là que ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, de spirituel, etc., mais quelque chose qui a un soubassement politique, institutionnel. C'est ça qui est très important, et donc ce n'est pas n'importe quoi. Donc, quel est le sens, justement, de cette évolution? Où est-ce que cette évolution conduit-elle? Cette évolution, d'ailleurs, elle est conduite par les élites européennes de tous les pays européens. Bien, ici, peut-être, là, j'élabore une hypothèse, et vous allez voir comment on arrive à nos problèmes. Ben, nous assistons aujourd'hui à la constitution, à l'apparition d'un nouvel empire, d'un nouveau pouvoir impérial européen. Alors, c'est très difficile à imaginer, puisqu'en fait, où est l'empereur? Sauf qu'il y a peut-être deux empereurs
le couple Hollande-Merkel. Et oui, à Byzance, il y avait 2 empereurs à Byzance, pas un seul. Donc il y a des modèles impériaux où il y a un double pouvoir à la tête de l'État. En tout cas, constitution d'un pouvoir de type impérial. Pourquoi dis-je impérial? Eh bien, il faut avoir une perspective historique, parce qu'il faut comprendre que les États-nations européens sont nés sur les ruines des empires européens, empires centraux, empires occidentaux et, je dirais, l'empire ottoman. Donc il faut bien comprendre que quand il y a l'État-nation, c'est la fin des empires. D'accord? Et c'est un univers qui commence en 1648 avec le traité de Westphalie, justement, où l'Europe, après un siècle et demi de guerre de religion, se réorganise autour de l'État-nation. Et cette ère-là est sans doute finie aujourd'hui. Et donc, les États-nations européens se décomposent sous l'apparition de ce nouveau pouvoir de type impérial, car là, il y a une antithèse État-nation-empire. Donc, c'est ou l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Dans un empire, vous avez une multitude de peuples, de langues qui sont entassés. Ils peuvent être citoyens plus ou moins, comme dans l'Empire austro-hongrois, mais il faut un empereur sacré, qui ait une dimension sacrée, sacrale, pour réunir des peuples disparates, que rien ne réunit comme les peuples européens aujourd'hui ne parlent même pas la même langue. En France, on ne sait même pas ce qui se passe 40 km plus loin en Angleterre. On n'a jamais entendu parler, ni des débats anglais, ni rien du tout. Donc en fait, l'Union européenne, il faut vraiment la chercher pour la voir sur le plan de la socialité et sur le plan de la politique, sans compter que la crise économique a fait qu'il y a une grande hostilité aujourd'hui envers l'euro et envers l'Europe. Bien, donc cette évolution change complètement le paysage dans lequel nous nous trouvons et elle retentit, si vous voulez, dans l'histoire. Alors, il y a plein d'exemples du fait que nous nous soyons retrouvés dans un empire sans nous en rendre compte, en fait. Le fait, par exemple, le multiculturalisme. J'avais qualifié ça dans un article un jour, c'est une forme d'automanisation de l'Europe. Le modèle ottoman, des religions communautés, comme structure de l'État et non pas des individus, comme étant le vis-à-vis de l'État et de l'État-nation. L'idée que la religion puisse servir aussi de moyen de gouvernement. C'est quelque chose d'impensable dans ce qu'on appelait la République, mais qu'on appelle toujours, sans que ça ait plus de sens, sur ce niveau-là. Le néo-féodalisme sur lequel que produit le multiculturalisme également, et le contraire de la citoyenneté individuelle. Le fait qu'on oppose le droit de l'homme au droit du citoyen, justement aujourd'hui dans la rivalité politique et dans les luttes politiques, etc. Bien, il y a vraiment énormément d'éléments qui s'éclairent quand on comprend ce bouleversement considérable. On a peut-être une autre confirmation sur les pourtours de l'Empire. Parce qu'en fait, dans un empire, on ne sait pas où finit sa frontière. Elle est floue. C'est tellement immense, tellement... Et l'Europe, d'ailleurs, il y a quelques années, on ne savait pas où elle s'arrêtait. Il était question d'inclure le Maroc, si la Turquie était inclue, l'Europe aurait une frontière avec l'Iran. Et donc, le fait que oui, on ne sait plus de quoi on parle à ce moment-là. Mais c'est un facteur de repérage de la réalité. Et aujourd'hui, nous voyons le phénomène inverse.
la guerre en Ukraine, c'est lorsque justement l'Empire européen, qui continue sans cesse à s'étendre, se voit rencontrer un obstacle. Poutine, justement, lui-même en quête, justement, de nouvel empire. Il est en train de fédérer toutes les anciennes régions pour les rassembler dans la Grande Russie. Et donc, forcément, un empire, on ne peut s'y confronter qu'à travers un pouvoir du type semblable. Je rajouterai autre chose aussi, la destruction du monde arabe, à savoir l'effondrement de l'État arabe, depuis la Libye jusqu'à l'Irak. Eh bien, cet effondrement, en fait, n'oublions pas aussi qu'il est un effet de la politique de l'Union européenne, déjà par l'intervention en Libye, qui a été la porte ouverte à ce système-là, mais aussi parce que l'Europe a de grandes ambitions à travers l'Union méditerranéenne, que la France veut créer, à travers le processus de Barcelone, qui veut chercher dans tout le pourtour de la Méditerranée une convergence des modes administratifs, politiques, etc. N'oublions pas, processus auquel Israël participe. Bon, le rêve de certains Israéliens, c'est de devenir européens. Plutôt au ciel que ça n'arrive jamais. Et donc, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, s'inscrire dans cette logique, c'est s'inscrire dans l'érosion de l'État et de la nation et de l'identité nationale de façon inéluctable. Donc, en fait, l'avènement de ce nouveau type de pouvoir bouleverse le rapport des entités politiques, pas seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Nous pourrions dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres candidats à l'Empire, la Turquie, l'ottomanisation de la Turquie, avec le fameux Erdogan, le projet impérial perse, l'Iran, c'est l'Iran éternel depuis l'Antiquité. C'est de là que Mitsafon Tipata Ara'a, c'est de là que venait toujours le danger pour le royaume d'Israël. Mais aussi, vous avez des nains comme le Qatar qui croient pouvoir justement devenir des empires. Et je rajouterai évidemment l'État islamique. Le projet de califat, c'est le projet d'un empire mondial et rien d'autre. Alors, dans cette galaxie, cette nouvelle galaxie qui s'est mise en place, l'État d'Israël apparaît comme la figure qui fait obstacle. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Déjà, ça a été signalé par le rabbin tout à l'heure, il y a un héritage mythologique, religieux, de l'identité occidentale comme de l'identité islamique. Ce sont deux univers religieux qui sont sortis des entrailles d'Israël, mais qui ont souhaité et voulu se substituer à lui. Le fait qu'Israël existe toujours est insoutenable sur le plan de ces deux identités, car c'est la démonstration que la place est toujours occupée, en quelque sorte. Ne cherchez pas plus loin l'origine de l'antisémitisme. C'est une concurrence identitaire, tout simplement. Alors, c'est très gratifiant pour les Juifs d'avoir inspiré une partie de la planète, mais c'est lourd à porter. Et donc, en fait, l'apparition d'un État juif est un tremblement de terre métaphysique sur ce plan-là. Et il en reste beaucoup, même dans l'univers laïcisé. Donc ça, c'est quelque chose qui échappe souvent aux observateurs qui ne peuvent pas le comprendre. Et point n'est besoin d'avoir une croyance religieuse ou mystique, c'est une donnée de la réalité historique, et donc repérable dans les textes, dans toutes sortes de symboles, etc. Donc Israël apparaît comme étant justement une identité
obtus, la nuque raide, une identité qui résiste évidemment à la fraternité mondiale, car l'Empire fait courir le bruit qu'il incarne l'humanité. Le propre de tout empire, c'est de croire qu'il incarne l'humanité, qu'il est le sommet de l'histoire, la fin de l'histoire. Il y a une eschatologie impériale propre à tout empire. Et là, on a cité tout à l'heure le Maharal de Prague, et justement, les Juifs ont toujours eu maille à partir avec tous les empires, infiniment plus puissants que leur petitesse, mais une petitesse qui représentait un défi insupportable à accepter de la part de ceux qui se disaient le sommet de l'histoire et de l'humanité, qui étaient capables de conserver Israël à titre de muséographie, comme preuve du passé, mais certainement pas un acteur présent dans l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, ce que l'on appelle la mondialisation ou la globalisation, en fait, c'est le retour, je dirais que je le définirais comme étant une babélisation. C'est cette idée, on parle du kfar global, à globali, le village global numérique, qui fait que tous les hommes, tous les peuples, etc., se retrouveraient dans le même univers, dans la même humanité. Or, il y a un problème dans cet univers, en fait, où chacun valorise son identité, sa particularité, etc. En fait, les gens se ressemblent totalement. Ils sont interchangeables. Leur identité, c'est la couleur locale. C'est un décor, un costume provincial. Mais en fait, ils sont tous semblables du fait de la culture mondiale, de la mondialisation de la culture. Ils peuvent s'échanger les uns contre les autres. Sauf que les Juifs résistent à cette dimension-là de façon inhérente. Même s'ils le voulaient, les autres ne pourraient pas le penser. Et c'est ainsi que la condition juive apparaît comme étant un obstacle majeur à cette fraternisation mondiale. C'est pourquoi on accuse Israël d'apartheid, qu'il y a un mouvement de boycott mondial, etc. C'est ainsi que les choses se mettent en place. Quand on vous dit la communauté internationale, je ne sais pas ce que c'est, vous savez, les fonctionnaires de l'ONU richement payés ne sont pas une communauté. Il n'y a pas de communauté internationale. Où est-elle? J'ai entendu là pathétiquement le représentant du Mahane Tzioni qui nous dit la communauté internationale ne l'acceptera pas. D'abord, je ne sais pas où est la communauté internationale. Deuxièmement, elle ne veut pas le bien des Juifs, la communauté internationale. On peut repérer toutes les dimensions sur ce plan-là. Et donc, il y a là aussi, si vous voulez, c'est aussi un support de ce moralisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, il y a donc, en fait, dans l'existence d'un État d'Israël, quoi qu'il fasse, du fait de l'héritage très antique de l'identité occidentale et orientale, Israël est vécu comme étant l'obstacle majeur à la fraternité universelle. Il y a quelque chose de vrai, car Abraham avait quitté Babel, justement. L'aventure d'Israël commence avec ce départ d'Abraham. Il tourne le dos à Babel. Imaginez ce qu'on dit du haut de la tour de Babel sur ce fou qui s'en va dans le désert. Et donc, il y a effectivement ici quelque chose de très important qui touche à l'identité juive, à l'identité d'Israël, qui n'a rien à voir avec la politique israélienne, c'est un prétexte, voyez. De même que le grand souci pour les Palestiniens n'a de sens que parce que les Palestiniens hypothèquent l'avenir d'Israël. Je m'explique. Récemment, dans le camp du Yarmouk à Damas, l'État islamique et Bachar el-Assad ont tué en masse des Palestiniens. Vous avez vu des manifestations dans les rues, des condamnations? Non. C'est-à-dire qu'en fait, les Palestiniens n'ont de sens que comme un substitut d'un Israël élu, si vous voulez, sur ce plan-là. Et donc, c'est ce jeu idéologique qui est mis en place à ce niveau-là. Donc,
il y a la scène européenne qui est primordiale, mais il y a également la scène proche-orientale dans laquelle se trouve Israël. Et là, nous assistons quand même aujourd'hui à un phénomène fascinant, l'effondrement d'un ensemble d'États. L'effondrement d'un ensemble d'États, c'est quelque chose d'étonnant. Que surgira-t-il de ce champ de décombres? Est-ce que c'est un empire qui est en préparation? Effectivement, une fois que les peuples auraient été détruits, les États et les populations malaxées, etc., quel pouvoir va apparaître à ce moment-là? Bon, on ne peut pas y répondre pour l'instant, mais c'est inéluctable. Et déjà, le fait même que l'environnement d'Israël s'effondre politiquement, institutionnellement, etc., est un phénomène considérable, presque spirituel, je dirais, sur ce plan-là. Et alors, évidemment, le camp de la paix veut rajouter un État arabe aux États qui se sont effondrés, ce qui rend caduc ce projet, justement, par rapport à la réalité environnante. Et alors là, nous avons un univers qui est dévoré de contradictions, de luttes et de violences. Les sunnites, le Qatar, l'Arabie saoudite, mais maintenant aussi le Maroc, la Libye, etc., avec la force arabe unie pour libérer le Yémen de l'emprise iranienne. Les sunnites face aux chiites, l'Iran, la Syrie, le Hezbollah, le Hamas, sauf s'il évolue comme il le fait actuellement, qui sont des ennemis jurés les uns des autres. Derrière les sunnites, en embuscade, vous avez la Turquie, qui a une grande ambition de califat, puisque, en fait, califat se termine vers 1920 ou 1923, si je me souviens bien, et il était turc. Quand les jeunes Turcs prennent le pouvoir, ils mettent fin au califat. Mais aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan rêve d'assumer à nouveau cette fonction califale. Donc la Turquie est en embuscade en attendant de voir comment ça se passe pour tirer les marrons du feu. Mais le camp sunnite soutient l'État islamique parce que l'État islamique s'oppose à la Syrie et aux chiites, mais en même temps, l'État islamique est vécu comme une menace par les sunnites. Pourquoi? Parce que c'est un califat qui est concurrent de la Mecque, de la prédominance de l'émir de la Mecque. Et donc en fait, alors c'est tout à fait étonnant parce que la Syrie, qui est contre l'État islamique, fonctionne de concert avec lui pour détruire les Palestiniens du Yarmouk. Bon. Donc, en fait, si vous voulez, ici, l'ennemi est à la fois un ami, un ennemi, c'est quelque chose d'assez terrifiant sur ce plan-là. Rajoutez là-dessus les États-Unis, qui en fait luttent contre la Syrie et soutiennent le camp des sunnites, mais qui en fait se rapprochent aujourd'hui de l'Iran chiite. Donc, c'est à n'y plus rien comprendre. Mais ce qui se joue, si vous voulez, dans cette scène générale, c'est justement c'est une autre région moyen-orientale qui est en train de prendre forme. Et donc, surveillons la chose parce que Et en fait, on pourrait dire qu'il y a une hiérarchie d'ennemis pour ces gens-là. Il y a d'abord le sectarisme, les chiites et les sunnites, d'accord ? Ensuite, il y a le djihad, parce que qu'on soit sunnite ou chiite, on est pour le djihad, d'accord ? Bon, et ensuite, si on n'est pas pour un djihad spirituel, entre guillemets, etc., il y a un autre sommet, il y a l'Occident, qui est un ennemi commun, même si on passe des alliances avec lui. Puis au-dessus de l'Occident, Israël, l'ennemi absolu. Donc, au niveau de l'ennemi d'Israël, il y a une unité parfaite du monde musulman. C'est quelque chose qui me semble évident. Alors, je terminerai cet exposé par une conclusion en disant qu'en fait, Israël aujourd'hui se retrouve dans une situation, une configuration biblique.
car le problème de l'État antique, de l'État juif antique, c'est d'être coincé entre deux empires, la Syrie au nord, l'Égypte au sud, deux empires dont il était originaire. Abraham de Babel, la sortie d'Égypte des Juifs, mais dont il se dissociait. Et en fait, c'était l'interface, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'interface, l'interface entre les deux empires. Ce qui vous explique l'histoire politique chaotique qui fut celle du royaume ou des deux royaumes juifs, le pire étant justement les deux royaumes, Médinat Tel Aviv, Médinat Yerushalayim. Ben oui, il y a une récurrence structurale, historique, c'est que le monde juif a toujours été double, divisé, et que cette division est sa faiblesse. Et donc ici, l'État d'Israël, qui est un État-nation, qui a été fondé sur cette base-là, très contesté par les post-sionistes, etc., mais les post-sionistes, une grande partie des élites israéliennes sont post-modernistes, à l'image des élites européennes. D'ailleurs, ils se soucient même pas, ils ne savent même plus qu'il y a de l'antisémitisme dans le monde, ou qu'il y a des juifs en dehors d'Israël. Bon, mais ça c'est une autre affaire. Et donc, si vous voulez, c'est un État-nation. Dans cet univers où l'État-nation est déstabilisé en Europe, détruit dans le monde arabe, rendu caduque par la montée de grands blocs territoriaux, des blocs de puissance, etc. Et c'est en fait le fondement le plus concret de la situation politique de l'État d'Israël et du peuple juif aujourd'hui, y compris dans la dimension de l'antisémitisme. Alors, évidemment, la figure de l'Empire et des temps bibliques, la figure de l'Empire est très centrale dans les temps bibliques. C'est une des questions les plus grandes de la pensée prophétique, justement. La pensée prophétique est une pensée politique. Et la question, justement, des menaces, des empires, des alliances d'Israël avec les empires, etc., est une question centrale. Mais c'est aussi, et vous le savez aussi, une figure centrale du scénario messianique. Donc, si vous voulez, il y a là un ensemble d'éléments intéressants. Et la question qu'il faudrait poser, mais à laquelle je ne répondrai pas, mais j'y répondrai dans un prochain livre. Israël est-il prêt? Est-il apte à faire face? Ma réponse est non. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, même si sur le plan militaire, il peut avoir toute l'excellence possible. Le vrai problème est un problème moral, idéologique et social. Or, ce problème est toujours non résolu. C'est un problème qui court sur beaucoup de dimensions, identitaires, collectives, etc. La capacité aussi de définir son ennemi. Les Juifs sont terrorisés à l'idée qu'ils ont des ennemis, mais c'est les ennemis qui les ont choisis, pas eux. Et donc il faut leur faire face. Mais c'est que l'Europe est incapable de désigner son ennemi. Et sur ce plan-là, Israël lui ressemble totalement. Totalement. Et donc, parce que pour pouvoir faire face à l'ennemi, il faut savoir qui l'on est et assumer ce que l'on est. Et c'est là où l'égarement commence, sur ce plan-là. Et donc, si vous voulez, au terme, moi, de ces analyses de 15 ans de l'antisémitisme en Europe, j'aboutis à la conclusion que la solution est en Israël, dans les Juifs eux-mêmes, et pas chez les autres. Et là, alors là, il y a un chantier qui s'ouvre. Un chantier considérable qui s'ouvre, dans la mesure où l'État d'Israël est une chose merveilleuse qui a été créée, mais qui n'est pas accomplie ni achevée, si vous voulez. Et donc il y a des problèmes fondamentaux, structuraux qui sont posés, qui ont été posés de façon violente par le postmodernisme israélien,
qui met en question même la survie et la continuité d'Israël, son lien avec un peuple juif, son lien avec son passé, etc. Donc ici, il y a un ensemble de problèmes qui se posent, et moi, personnellement, j'arrive à la conclusion que, si, comme on dit en français vulgaire, si les Juifs étaient dans leurs bottes, eh bien, il leur arriverait moins d'avanies que ce qui leur arrive depuis 15-20 ans. Et là, il n'y a pas de réponse toute faite, pas de réponse facile, c'est un effort, c'est un travail, c'est une formation, une éducation, c'est une transmission, c'est une création. C'est une création, car en fait, la souveraineté d'un peuple juif est une nouveauté inédite, une souveraineté moderne. Un État moderne, aucun État n'a été aussi puissant dans l'histoire juive que l'État d'Israël. Il est puissant sur le plan de son organisation, de son assise, etc. Et donc, si vous voulez, ici, ce sont de toutes nouvelles questions qui se posent et auxquelles il faut se confronter. Je vous remercie.